Le deuxième, c'est le meurtre d'Hugenstadt, qui est une enquête qui se passe à Rome, liée au meurtre d'une Vestale, qui était une prêtresse de la déesse du feu, du foyer, Vesta. Et donc mon dernier roman, Les Cendres d'Arsinoé, sont sortis le 5 janvier. Et là, c'est en fait un retour à Alexandrie, dans une enquête en fait, qui se déroule sur deux époques différentes de l'Antiquité, enfin de l'histoire de l'Égypte antique. En fait, en 204 avant notre ère, les cendres d'Arsinoé, qui était une reine ptolémaïque, en fait une lointaine ancêtre de Cléopâtre, vont disparaître. Et 600 ans plus tard, en fait, lors d'une enquête que mène Hypatie d'Alexandrie suite à la mort d'un employé de la bibliothèque, il y aura un fait qui permettra, un rebondissement, qui permettra de savoir un petit peu ce que sont devenues ces cendres. Et en fait, c'est parti d'un fait réel, parce que c'est suite à la diffusion d'un reportage d'Arte que j'avais vu sur les reines grecques d'Égypte, que j'ai appris en fait que cette reine Arsinoé, qui a vécu un peu dans une période assez tumultueuse, il y avait des conseillers qui essaient de prendre le pouvoir, donc elle a été en fait à une période assez, une vie assez agitée. Et quand elle est morte, donc elle a été incinérée selon le rite grec. Les cendres ont été mises dans une urne. Et puis quelques temps plus tard, quand son fils en fait a voulu rouvrir l'urne, en fait au lieu de trouver des cendres, on a trouvé des épices. Donc ça m'a donné l'idée d'essayer de comprendre, d'imaginer ce qui aurait bien pu arriver à ces cendres, quoi, en fait. Pourquoi elles avaient disparu. Voilà, puis dans le livre, j'essaie aussi de donner un petit peu, par-ci par-là, distiller quelques notions de la philosophie d'Hypatie, et puis les prémices de ce que seront ses travaux futurs, parce qu'en fait, là, dans le livre, elle n'a que 21 ans, donc c'est vraiment une jeune savante encore. Ah oui, donc je vais parler du film quand même. Donc, il y a un film qui est sorti sur Hypatie d'Alexandrie qui s'appelle Agora, qui est sorti le 6 janvier, qui a été réalisé par Alejandro Amenábar. Donc, en fait, c'est une adaptation assez crédible, assez fidèle. Bon, il y a quelques erreurs un peu historiques, mais enfin, c'est pas trop grave encore. Et en fait, il propose aussi une réflexion substantielle sur la liberté de conscience, sur la liberté de penser, en emballant le tout dans une histoire pleine de bruit, de fureur et de discours. J'avais une crainte au fait au départ qu'il fasse un film qui soit trop surchargé de références scientifiques, qui risque d'être un peu compliqué pour un large public. Et en fait, il a fait ça de manière modérée, en distillant par-ci par-là quelques-unes de ses idées, notamment sur l'astronomie, parce qu'il s'est plus contenté d'aborder son rôle d'observatrice du ciel. Il a laissé de côté ses travaux mathématiques et sa philosophie. Et donc, il distille par-ci par-là entre deux actions plus nerveuses qui vont être la destruction du Cératéum, que j'ai parlé tout à l'heure, et puis de l'attaque du quartier juif. Voilà, c'est un péplum assez ornant, enfin un peu raffiné. C'est pas les gros bras comme dans Gladiator, les 300 ou 3, quoi. C'est une femme, l'héroïne. C'est compliqué. Pour conclure un peu, c'est vrai qu'on dit généralement, enfin on voit dans les livres d'histoire, parfois qu'on donne la date de 476 comme date symbolique qui marque la fin de l'Antiquité, le début du Moyen-Âge. Donc 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident, et donc l'abdication de Romulus Augustule, dernier empereur d'Occident. On pourrait aussi dire, donner la date de 415, qui marque d'une certaine façon la disparition de la science grecque classique, et puis aussi d'un certain pluralisme de la pensée. Et par ailleurs, la mort d'Hypatie va marquer aussi le crépuscule des femmes dans le domaine des sciences. Il faudra attendre en fait. Il y a déjà dans le siècle des Lumières, il y a
Il y a eu quelques femmes, il y a Émilie du Châtelet, qui était amie de Voltaire et puis traductrice de Newton, et puis il y a une mathématicienne, Marie Niesi, qui a été auteure du premier traité sur le calcul différentiel et le calcul intégral, mais ça je pourrais pas vous l'expliquer. Mais c'est vrai qu'après il faudra attendre Marie Curie pour avoir 1400 ans, même, presque 1400 ans, ouais, pour avoir une personne un peu de son envergure. Et finalement, Marie Curie, puis en fait l'ensemble des savantes qui vont succéder depuis le XXe siècle, XXIe siècle, sont d'une certaine façon les filles d'Hypatie et leur rendent un petit peu hommage par leur talent. Ce que je peux dire, si, il y a un cratère de la Lune qui porte son nom, porte le nom d'Hypatie. Et puis finalement, on peut espérer qu'avec Amenabar, Hypatie puisse être connue par un plus large public. C'est vrai qu'elle risque de garder pour longtemps les traits de Rachel Weisz, de la belle Rachel Weisz. L'histoire a traversé les siècles et si le personnage historique a laissé la place au personnage de légende, c'est devenu un puissant symbole humain. Sa liberté de penser, sa volonté irréfragable de dépasser les limites du savoir, force d'admiration. En fait, c'était une femme et c'était la seule qui, en son temps, a été nommée la philosophe, donc avec un article au féminin. Donc sa silhouette discrète, celle d'une femme déambulant dans les rues, seule, vêtue du manteau des philosophes, hante encore les rues d'Alexandrie. Donc après, dans les cultes divins sous les siècles ployés, reprenant de l'oubli le sentier solitaire, regarde s'écrouler leur autel foudroyé. Quand du chêne d'Hélas, la feuille vagabonde, les parvis désertés effacent le chemin, et qu'au-delà des mers où l'ombre épaisse abonde, vers un jeune soleil flotte l'esprit humain. Toujours des dieux vaincus embrassant la fortune, un grand cœur les défend du sort injurieux, l'aube des jours nouveaux le blesse et l'importune, il suit à l'horizon l'astre de ses aïeux. Pour un instinct meilleur qu'un autre siècle naisse, et d'un monde épuisé s'éloigne sans remords. Piéda le songe heureux où fleurit sa jeunesse, il entend tressaillir la poussière des morts. Les sages, les héros se lèvent pleins de vie, les poètes en chœur murmurent leurs beaux noms, et l'Olympe idéal cachant sacré convie, sur l'ivoire s'assied dans les blancs parthénons, ô vierge qu'il entend de ta robe pieuse, couvrir la tombe auguste où s'endormaient tes dieux, de leur culte éclipsée prêtesse harmonieuse, chasse ces derniers rayons détachés de leurs cieux. Je t'aime et te salue, ô Vierge magnanime, quand l'orage ébranla le monde paternel. Tu suivis dans l'exil cette Oedipe sublime, il enveloppa d'un amour éternel. Debout dans ta pâleur sous les sacrés portiques, que des peuples ingrats abandonnaient les saints, Pythonie s'enchaînait aux trépieds prophétiques, les immortels trahis palpitaient dans ton sein. Tu les voyais passer dans la nue enflammée. De science et d'amour ils t'abreuvaient encore, et la terre écoutait de ton charme charmé, chantait la viatique entre tes lèvres d'or. Comme un jeune lotos croissant sous l'œil des sages, fleur de leur éloquence et de leur équité, tu faisais sur la nuit moins sombre des vieux âges resplendir ton génie à travers ta beauté. Le grave enseignement des vertus éternelles s'épanchait de ta lèvre au fond des cœurs charmés, et les Galiléens qui te rêvaient des ailes oubliaient leurs dieux morts pour des dieux bien-aimés. Mais le ciel emportait ces âmes insoumises, qu'un lien trop fragile enchaînait à tes pas, et tu les voyais fuir vers la terre promise. Mais toi qui savais tout, tu ne les suivis pas. Que t'importait aux vierges un semblable délire. Ne possédais pas cet idéal cherché. Va, dans ces cœurs tremblés, tes regards s'avélir, et les dieux bienveillants ne t'avaient rien caché. Ô sage enfant si pur entre tes sœurs mortelles, au noble front sans tache entre les fronts sacrés, quelle âme avait chanté sur des lèvres plus belles, et brûlé plus limpide dans des yeux inspirés.